Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Dans Bien dans son job aujourd'hui, on accueille Patrick Cohen, le directeur général d'AXA France. Il prépare le futur de l'assurance. On fera le point avec lui dans Bien dans son job. Smart et réglo, la clause de conscience, ça les journalistes connaissent bien et on parlera du droit de retrait en entreprise. On fera le point avec David Guillouet, il est avocat au cabinet Voltaire. Il sera notre invité dans Smart et réglo. Et puis le cercle RH, on parlera de la bienveillance. On en parle beaucoup, c'est un mot valise. Est-ce qu'elle existe réellement, cette bienveillance en entreprise? On parlera du management bienveillant avec des experts, des spécialistes, mais aussi des philosophes. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, les métiers de l'agriculture. Quel futur? On est encore dans le salon de l'agriculture, ou presque. On en parlera avec Dominique Boucherel, secrétaire général de l'ANEFA, pour parler justement de l'avenir de l'agriculture. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Et avec nous dans Bien dans son job aujourd'hui, le directeur général d'AXA France, Patrick Cohen. Bonjour Patrick. Bonjour Arnaud. Vous êtes par ailleurs le vice-président de France Assureur. Quelques mots d'abord pour commencer notre échange sur vos résultats qui sont très bons. 29 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus 3,5% de progression, puis les résultats opérationnels qui sont eux aussi très très bons. Directeur général heureux, j'imagine? Écoutez, ces résultats sont une belle réussite collective. C'est le reflet du talent, de l'engagement de toutes les personnes, des 30 000 personnes qui portent le maillot d'AXA France, nos équipes, nos agents, et qui en 2022 n'ont jamais été autant aux côtés des clients, notamment au moment des épisodes climatiques sans précédent qui ont frappé partout en France, et puis aussi en protégeant le pouvoir d'achat des Français contre l'inflation. Un mot, parce que l'émission Smart Job, vous le savez, parle d'emploi, de recrutement. 6 000 recrutements en 2022 et vous continuez sur la lancée en 2023. 6 000 nouveaux recrutements, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Nous sommes un acteur majeur de l'emploi en France. On a recruté 6 000 personnes l'année dernière et on va en recruter 6 000 personnes aussi cette année. Et vous savez, ce qui est très important pour moi, c'est que AXA France soit à l'image de ses clients, à l'image de la société française. Et pour cela, eh bien, dans ces recrutements, il y a 50% de femmes, il y a 20% de personnes qui sont issues des quartiers prioritaires, il y a 3 000 jeunes. On embauche partout en France, et puis on met le paquet sur la tech. Nous sommes l'un des 5 plus grands recruteurs de la tech en France, avec 350 personnes recrutées l'année dernière. Les talents de la tech, pourquoi ce choix d'investir justement dans les talents de la tech? On le devine évidemment. Parce que notre boussole, c'est la satisfaction des clients. Et la tech, elle permet de faciliter la vie de nos clients. Elle permet de faire plus simple, de faire plus rapide, de faire plus intuitif. Pour reprendre le titre de votre émission, elle permet de faire plus smart. Et c'est exactement ce que les clients attendent de l'assurance. Que les processus soient moins complexes, qu'il y ait moins de paperasse, qu'ils aient des offres plus intelligentes, plus adaptées à leurs besoins et à leur profil de risque. Donc grâce à la tech, aujourd'hui, pas demain, on peut donner une expérience... En ce moment même, hein. Absolument, une expérience client comme ils n'en ont jamais connu. Je vous donne des exemples pour AXA France, justement. Nos équipes aujourd'hui, elles peuvent indemniser des sinistres auto sur la base d'une photo de manière instantanée grâce à l'intelligence artificielle. Donc on est sur le lieu du sinistre, on fait la photo et ça part directement. Exactement. Arnaud, si vous devez vous faire rembourser vos frais dentaires, eh bien, vous allez dans l'app AXA. Depuis là, vous prenez une photo de votre facture. Génial. Et le traitement du dossier est immédiat. La tech au service des clients, ça vous y tenez beaucoup, mais c'est aussi, et ça c'est très intéressant, la tech au service des collaborateurs. Racontez-moi. La tech, c'est pas un but en soi. La tech, elle est là aussi pour aider nos équipes, pour aider nos agents. Et qu'est-ce qu'elle fait? Là aussi, elle leur facilite la vie, elle leur fait gagner du temps. Et ça leur permet de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est l'accompagnement des clients, c'est le conseil, c'est prendre la bonne décision, et puis c'est l'humain. Là aussi, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, 80% des courriers et des emails que nous recevons grâce à l'intelligence artificielle, ils sont lus, ils sont orientés dans notre interne. Et donc, ça fait que les temps de procédure sont beaucoup plus courts. Ça libère du temps à nos équipes et ce temps, elle le consacre aux clients. Alors, autre sujet qui est au cœur de nos préoccupations ici dans Smart Job, la rétention de collaborateurs. On a beaucoup
beaucoup d'entreprises qui nous disent on a du mal à recruter, on a du mal à garder nos collaborateurs. Vous les gardez, ils restent longtemps chez vous. Comment vous faites ? Nous investissons dans le bien-être, dans l'épanouissement de nos collaborateurs, parce que la symétrie des attentions, c'est très important. Pour avoir des clients heureux, il faut des collaborateurs heureux. Et effectivement, nous sommes très encouragés parce que la satisfaction de nos collaborateurs, elle a beaucoup progressé ces 2 dernières années, notamment grâce à des initiatives telles que offrir des bilans de santé à toutes nos équipes, offrir également de l'aide aux aidants pour que certains collaborateurs puissent libérer très du important. temps. On a des programmes de mobilité interne, des académies de reconversion qu'on peut utiliser à tout âge, notamment par exemple pour se rediriger vers les métiers de la tech. Vous pensez aux seniors, évidemment. Effectivement. Et puis, ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir une culture de l'empathie, de la bienveillance, de l'autonomie, de la confiance. Moi, je souhaite qu'ils fassent très bon vivre chaque Safrance. Un mot quand même sur cet engagement qui va au-delà même du plaisir de venir, c'est aussi l'engagement bénévole. Des heures de bénévolat qu'engagent vos collaborateurs. C'est incroyable ça aussi. Oui, ces heures de bénévolat, elles sont en progression. Mais vous savez, AXA est une entreprise qui est très engagée, très impliquée dans la société depuis sa création. Ce n'est pas un phénomène de mode. Cet engagement, il irrigue toutes nos activités en tant qu'assureur et en tant qu'investisseur. Et cet engagement, il prend forme en tout premier lieu au travers des actions de nos collaborateurs. L'année dernière, en 2022, nous avons eu plus de 60% de nos collaborateurs qui ont mené des actions de bénévolat pour la protection de l'environnement, pour l'inclusion, pour la solidarité. Cet engagement-là, il donne du sens, il nous unit en interne et il nous grandit humainement. Patrick Cohen, vous parlez d'un engagement long sur ces questions de bien-être. Il y a aussi un engagement important d'AXA, c'est les PME. C'est historique cet engagement auprès des PME et vous continuez évidemment à être à leur côté dans tous les sujets parce qu'il y a beaucoup de sujets qui les préoccupent. Oui, nous sommes un partenaire de longue date des PME. Aujourd'hui, nous assurons une PME sur 3 et nous les accompagnons sur différents volets. D'abord, nous les protégeons contre tous les risques auxquels elles sont exposées, y compris le risque cyber, contrairement à d'autres acteurs. Nous les finançons. L'année dernière, nous avons investi plus de 6 milliards dans les PME françaises. Ensuite, nous les accompagnons sur de nouveaux marchés. Nous sommes très fiers d'être le premier acteur de la transition écologique en France. Un petit mot sur la prévention cyber, parce que ça, c'est le sujet de préoccupation des entreprises aujourd'hui, les grandes, et j'ai envie de dire surtout les petites. Oui, alors le sujet de la cybersécurité, vous avez raison de le souligner, c'est un sujet pour moi de souveraineté économique, parce que la cybercriminalité, elle explose. Et pour faire très simple, aujourd'hui, si vous êtes une multinationale, eh bien, dans 90% des cas, vous êtes couvert contre le risque cyber. Pour les PME, c'est moins de 10% des PME qui aujourd'hui ont une couverture d'assurance contre le risque cyber. Or, les PME, elles sont très exposées et elles sont très souvent plus vulnérables. Donc, face à cela, eh bien, ce que nous faisons chez AXA France, c'est mener des campagnes de sensibilisation et de prévention. Parce que c'est intéressant, c'est l'amont qui est intéressant. Exactement, parce que la prévention, c'est la première ligne de défense. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Eh bien, on accompagne ces PME en menant des diagnostics de maturité de leur dispositif de cybersécurité, en menant des tests d'intrusion, en les conseillant sur leur architecture informatique et tout simplement en faisant de la formation. Un mot pour terminer, si vous en êtes d'accord, un vrai sujet. Alors, il y a ces PME qui s'inquiètent de la cybercriminalité, puis il y a les primes. J'ai envie de faire une phrase à la Shakespeare, prime en hausse, or not prime en hausse. Alors, la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que le coût des sinistres climatiques en 2022, il est de 10 milliards, contre 3,5 milliards pour une année dite normale. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Maintenant, je vais être très clair. L'augmentation des primes, elle doit être et elle peut être soutenable. Et pour y arriver, les maîtres mots, c'est prévention et innovation. On y revient.
Ouais. Les Français n'ont pas besoin d'assureurs défaitistes ou fatalistes. Il faut être dans l'action et c'est exactement ce que nous faisons chez AXA France. Nous avons formé 2 millions de salariés et de fonctionnaires en les sensibilisant aux risques climatiques et aux enjeux de la biodiversité. Et puis, nous avons une équipe dédiée, AXA Climate, qui réunit des géographes, des climatologues, des data scientists, qui sont capables, au travers de modèles très sophistiqués, d'alerter les PME, d'alerter les communes sur les risques encourus à l'horizon 2030-2050. Et sur cette base-là, eh bien, on développe main dans la main avec ces entreprises des plans de résilience ou des plans d'ajustement de leur activité. On crée des modèles pour s'adapter finalement à ce qui nous attend, parce que voilà, il faut évidemment s'adapter. Un tout petit mot quand même sur votre engagement. On vous sent quand même très engagé sur AXA, évidemment, et vous, Patrick Cohen, sur tous les sujets finalement qui traversent notre actualité. Oui, AXA France, c'est l'assureur solide et solidaire dont les Français ont besoin face aux risques de notre époque. Merci Patrick Cohen de nous avoir rendu visite. 6000 embauches. Il faut aller sur l'onglet, j'imagine, AXA recrutement pour y voir plus clair. Si vous avez envie d'innover, si vous êtes attaché à l'engagement de votre entreprise dans la société, vous êtes les bienvenus. Tout à fait. Ravi de vous avoir accueilli sur le plateau de Smart Job avec évidemment ces annonces d'embauche. La suite, c'est Smart et Réglo. Le droit de retrait. Oui, le droit de retrait, la possibilité pour un collaborateur de dire finalement, je suis en danger et je ne fais pas la fonction pour laquelle j'ai signé le contrat. On en parle tout de suite. C'est Smart et Réglo et c'est juste après. Smart et Réglo, le droit de retrait et la clause de conscience. On va examiner ces deux sujets. Le droit de retrait, on en a entendu parler chez des salariés, notamment de sites Céveso, de sites industriels où on est en difficulté, en danger. Les chauffeurs de bus, on en a parlé aussi. Et puis la clause de conscience, on va en parler évidemment. Ce sont les journalistes et les avocats. Et justement, David Guillouet est avec nous dans Smart et Réglo. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes avocat au cabinet Voltaire Avocat. Et vous avez choisi de nous parler de alors c'est pas ces deux concepts, mais ces deux éléments importants dans la vie du salarié. Commençons par le droit de retrait parce qu'il touche le plus grand nombre. Qu'est-ce que le droit de retrait ? Alors, le droit de retrait, c'est la faculté pour un salarié qui s'estime en face d'une situation présentant un risque de danger grave et immédiat pour sa santé ou sa sécurité, de se retirer de son travail. Et donc de cesser le travail dès lors qu'il estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Néanmoins, c'est un concept qui est interprété de manière relativement stricte et on ne peut pas du jour au lendemain, pour n'importe quel motif, décider de cesser le travail et mettre ainsi son employeur dans la difficulté. Il faut une alerte. Il faut que un salarié ou plusieurs salariés, parce qu'il y a un article L4131-1 du Code du travail qui le spécifie. Vous avez vu, j'ai travaillé mon Code du travail. C'est bien. Est-ce qu'il faut une alerte ou plusieurs alertes ? Une alerte peut suffire. Une alerte peut suffire. Un salarié, par exemple, lorsqu'il constate qu'un équipement de protection est défectueux, peut dire à son employeur « Désolé, mais là, mes conditions de travail sont dégradées, je prends un risque en travaillant et donc je peux me retirer de cette situation dangereuse. » Il faut que le danger soit grave et imminent. Il alerte son manager ou son DRH. Est-ce qu'il y a une procédure très codifiée ? Qui doit-il aller voir en premier ? Est-ce qu'il doit le signifier par écrit ou est-ce que l'oralité suffit ? Alors, généralement, on est dans l'immédiateté. En fait, dans les véritables droits d'alerte, on est dans l'immédiateté. Donc, l'immédiateté ne supporte pas nécessairement une procédure. Là, il s'agit de préserver l'intégrité physique de quelqu'un. Mettre un ou deux exemples pour qu'on y voit clair. Le salarié qui n'a pas les outils ou en tout cas les vêtements de sécurité par exemple. Et je me souviens d'un cas qui a dû intéresser l'avocat que vous êtes, une agression très grave d'un contrôleur de train dans l'Est et le droit de retrait s'était appliqué à l'ensemble de l'entreprise. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces contrôleurs. Oui. Autorisé ou pas ça ? Alors c'est un peu discutable parce que en ce qui concerne les autres contrôleurs en tant que tels, ils ne sont pas immédiatement en situation de danger. Donc il y a une forme un peu de dévoiement et du droit de retrait dans ces situations-là. Droit de retrait, beaucoup utilisé, vous qui êtes un praticien, est-ce que on l'utilise parfois avec sincérité ou est-ce que ça peut être aussi un levier, je dirais, un peu parallèle à la grève ou un petit peu, vous voyez ce que je veux dire ? Alors on a eu des exemples assez significatifs de droit de retrait, mais on l'a déjà oublié pendant la période Covid.
ou des salariés, C'est vrai. nous indiquaient qu'ils prenaient un risque de contracter la Covid ou le Covid, on n'a jamais trop su, en se présentant sur le lieu de travail. Donc indiquer à leur employeur qu'ils ne viendraient pas parce qu'ils n'avaient pas le gel hydroalcoolique ou les barrières de protection, c'est bien cela. Et là, l'employeur est obligé, j'allais dire, d'accepter cette situation où il a des recours possibles en disant non, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. De manière assez générale, la situation du Covid n'a pas été reconnue comme étant comme justifiant une mesure de droit de retrait, parce qu'il n'y avait pas de danger suffisamment immédiat. Grave et imminent. Exactement. La clause de confiance, tournons-nous vers elle. Elle est utilisée, on l'entend quand on est journaliste. Je vais user de mon droit de cette fameuse clause de confiance. C'est quoi la clause de confiance ? Alors, c'est un concept qui est un concept assez intéressant, parce que déjà, à la base, c'est un concept qui n'est connu que de certaines professions, la vôtre, la mienne, où on peut décider, parce que mon employeur, mon patron me demande de défendre une ligne éditoriale qui est contraire à mon opinion, une défense qui est contraire à mon opinion, on peut décider de se mettre en retrait. Ça fait un peu un parallèle avec le droit de retrait, donc on peut décider de se mettre en retrait et donc de dire à son patron, je passe la main et donc vous trouverez quelqu'un d'autre pour faire le job. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu pour certaines professions. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut l'étendre à toutes ? Exact. Et là, on est confronté à des situations assez intéressantes parce qu'on voit qu'il y a quand même un développement de la parole dans l'entreprise, des convictions personnelles. Des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte, des convictions religieuses aussi. Et on constate que de plus en plus de collaborateurs entendent faire prévaloir leurs opinions personnelles dans le cadre de la relation de travail. Et donc c'est intéressant de retrouver la clause de conscience et est-ce que oui ou non tous les collaborateurs peuvent justifier au nom de leur liberté d'opinion et de leur liberté de conscience finalement de ne pas faire un travail qui leur est commandé. Un point un peu technique mais assez passionnant, est-ce que lorsqu'une entreprise, son capital se transforme, on peut faire jouer sa clause de conscience? En un mot, la clause de cession. Donc c'est la clause de cession. Mais qui n'est pas considérée comme une clause de conscience. C'est deux choses différentes. On est d'accord. C'est deux choses différentes. Alors ça n'existe que pour les journalistes. Que pour les journalistes, c'est important de le préciser. Ça n'existe que pour les journalistes. Parce qu'il y a un risque de changement, je dirais, de la ligne éditoriale du journal. Après, si vous êtes salarié dans une autre entreprise qu'une entreprise de presse, vous pouvez parfaitement décider de négocier, dans le cadre du contrat de travail, une clause. C'est de la négociation de gré à gré. Donc elle peut se jouer aussi, cette clause de cession. L'entreprise change de main et est reprise par un fonds ou change d'actionnaire. On peut dire, mais moi, ça ne me convient pas. En tout cas, on peut demander, lors de la négociation du contrat de travail ou d'un avenant, on peut demander à ce qu'il y ait une clause spécifique qui soit insérée dans le contrat de travail. Alors, évidemment, tout le monde ne pourra pas se le permettre. La clause de conscience, juste pour conclure, c'est difficile de l'étendre à l'ensemble des salariés. Vous pensez que le droit peut avancer? Il y a une jurisprudence ou pas sur ce sujet? Pour conclure. Pour conclure, c'est-à-dire que les salariés pourraient demander à insérer dans leur contrat de travail des clauses de conscience. Aujourd'hui, ça n'existe pas, sauf les professions qu'on a évoquées tout à l'heure. Tout à fait. Et on voit bien quand même qu'il y a de plus en plus un développement de la liberté d'opinion, la liberté de conscience, et qui ne sera néanmoins pas sans limite. Donc il faudra l'encadrer. Il faudra l'encadrer. Merci David Guillouet de nous avoir éclairé sur ce droit de retrait, là je dirais pour des aspects plus physiques, plus concrets, et puis cette clause de conscience plus philosophique, plus éthique finalement, avec un droit assez restrictif pour cette clause de conscience. Merci de nous avoir rendu visite, vous êtes au cabinet Voltaire Avocat. On fait une courte pause, et tiens, on va s'intéresser au management bienveillant. Est-ce que c'est antinomique de parler de management bienveillant? Qu'est-ce que veut dire ce mot exactement? Comment on l'exerce? Comment on exerce cette bienveillance dans l'entreprise? On va en parler avec des spécialistes. C'est un débat à la fois très concret, puisque c'est la réalité quotidienne de tous les salariés et de tous les managers, puis c'est un débat philosophique, et on va l'avoir sur ce plateau. C'est le débat de Smart Job, c'est le cercle RH, juste après la pause. Le cercle RH, on parle du management bienveillant. Est-ce que c'est un mot valise? Est-ce que c'est un concept fourre-tout? On y met un peu tout et n'importe quoi. On va en parler parce que c'est quand même une réalité. Les salariés réclament à la fois de la bienveillance et on le verra de la reconnaissance, qui est un autre sujet. Est-ce qu'il est lié? On fait le point avec mes invités. C'est un sujet à la fois très concret puis très philosophique. Élodie Molossa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Coach en développement personnel et d'entreprise dans Ma Bonne Fée, la fondation
Patrice était venu sur notre plateau pour en parler. À vos côtés, Mathias Leboeuf, docteur en philosophie. Bonjour Mathias. Et vous écrivez dans pas mal de revues, grand public d'ailleurs, et vous avez traité cette question de la bienveillance et du management bienveillant. On vous écoutera dans quelques instants. Et puis Kevin Bourgeois, un habitué de l'émission. Bonjour Kevin, vous êtes le fondateur, le CEO de Supermood. C'est joli, on a l'impression que c'est presque un disque Supermood ou un groupe de musique. Ouais. Ce n'est pas un groupe de musique Supermood. Non, c'est un groupe de gens. Un groupe de gens. Ouais. et qui s'aiment aussi. Et qui s'aiment, plus ou Non, moins. mais c'est Et important. souvent qui s'aiment. Et souvent qui s'aiment. Ça se passe bien chez vous. Ça se passe très très bien, ouais. Philosophiquement d'abord, commençons. La bienveillance, c'est un mot qui a du sens pour un philosophe, ou est-ce qu'on doit le remplacer déjà par autre chose? Pour commencer à savoir si on peut parler de management bienveillant. Est-ce que c'est le bon mot? Alors, pour un philosophe, oui, ça a du sens, puisqu'au départ, c'est en quelque sorte un concept philosophique. Et c'est un concept philosophique relativement récent, parce que la bienveillance a été thématisée 18e siècle, c'est les Lumières. Notamment, alors Kant en fait une maxime morale de prime importance. C'est un philosophe qui s'appelle Hutcheson, qui est un philosophe écossais, c'est le représentant des Lumières écossais, qui en fait la maxime majeure de la relation, on va dire, éclairée. Voilà ce que dit Hutcheson, c'est une affection qui vous porte à désirer le bonheur de notre prochain. C'est ça la bienveillance. Donc c'est vouloir... Dénué de vision religieuse, juste pour que... Ah oui, tout à fait. C'est vraiment d'homme à homme. C'est vouloir le bonheur de son prochain. Et c'est ce que très reprend beau. d'ailleurs Kant, aime ton prochain comme toi-même. Bon, ça a été dit avant, Kant. Mais, Oui, Kant n'était pas arrivé le premier sur ce... Voilà. Donc c'est une notion clé de la philosophie des Lumières. Et au centre de cette notion, il y a quelque chose qui est très important, c'est le désintérêt. C'est une relation désintéressée. C'est ce qui forme l'amitié, par exemple. L'amitié, c'est une relation bienveillante, désintéressée. Je vous arrête juste là parce que je me tourne vers vous et je vais vous donner la parole, mais bienveillant, désintéressé, mais est-ce que la structure même de l'entreprise, liée par son contrat, vient pas justement, pour faire un peu de philo, se heurter à cette idée désintéressée? Je signe un contrat, j'ai un salaire, on me rémunère. On a du mal là à faire rentrer le mot bienveillance, puisqu'on est dans le rapport de contrat. Tout à fait. Ça dépend comment on voit l'entreprise. On peut la voir comme quelque chose de très, très transactionnel. Je travaille pour me nourrir. Ou quelque chose de j'appartiens à un groupe pour quelque chose de plus grand. Et donc là, on le voit vraiment dans les différentes cultures d'entreprise que ça peut complètement passer d'un côté ou l'autre de la balance. Mais on a basculé où il y a encore plusieurs mondes qui cohabitent, c'est-à-dire il y a un monde où on va travailler pour se nourrir et parce qu'on fait le job, et puis il y a un autre monde qui peut-être qui est là et qui dit moi je viens pas bosser, je viens m'épanouir, je viens grandir, je viens trouver des amis, je viens presque trouver l'amour, quoi. Quelque chose de très intrinsèque. On nous le demande beaucoup. Est-ce qu'il y a un lien entre l'engagement, la bienveillance et la productivité? Et la réponse est ça dépend du contexte. Quand on est un cadre sup à la défense, oui, souvent c'est un lien très fort. Par contre, si vous travaillez en centre d'appel dans la Creuse où vous avez qu'un seul employeur, finalement, qu'il soit bienveillant avec vous ou pas, ça a peu d'impact sur votre rétention. Parce que de toute façon, si vous voulez changer de travail, il faut déménager à 200 km. Donc là, on est piégé, pour le dire simplement. Là, on est plutôt piégé. Donc ça dépend des contextes. Juste, Élodie Molossa, coach en développement, comment vous vous situez? Est-ce que ce mot, d'abord la coach, que vous êtes la praticienne, vous l'utilisez? Parce qu'on l'utilise là autour d'un plateau, d'une manière un peu philosophique, mais dans la vraie vie, quand il y a de l'accompagnement, est-ce que ce mot, vous le mettez sur la table? Oui, absolument. Absolument, je le mets sur la table, j'en parle parce qu'en fait, la bienveillance, c'est aussi une valeur, en fait. Une valeur qui est défendue comme la loyauté, le respect, etc. Et aujourd'hui, on voit énormément de salariés, on accompagne énormément de salariés qui veulent être dans une conciliation vie pro, vie perso, dans laquelle ils vont s'épanouir. Donc, en fait, si je viens au travail, je peux être tout autant épanouie dans ma vie professionnelle que dans ma vie perso. Et la bienveillance, en fait, y contribue pleinement. Mais juste, quand même, Mathias, c'est un peu comme pour les enfants. Parfois, on peut être un parent très aimant et bienveillant, mais aussi, on peut dire aussi à son enfant, non, ça, tu ne pourras pas télétravailler. Et c'est pas pour autant que je ne suis pas bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je veux bien être bienveillant, mais je dis pas oui à tout dans la bienveillance. Justement, ça pose plein de problèmes, parce qu'en plus, dans management bienveillant, il y a management. Et management, c'est l'art de diriger des équipes, l'art de mener les hommes. Et quand on mène les hommes, à un moment donné, on n'est pas forcément toujours bienveillant, parce qu'on veut que ça avance. Donc déjà...
Ah oui, Je me demandais si c'est pas un oxymore. Mais il y a une chose qui est intéressante sur la notion d'intérêt, c'est que, en fait, cette notion de management bienveillant qu'on utilise, ça arrive dans les années 2010. Hein. Ça fait c'est vrai. grosso modo 15 ans qu'on parle de ça. Il y a eu beaucoup de Entreprise libérée qui amène aussi Voilà. un peu cette idée-là. Ça n'arrive des pas, États-Unis. ça n'arrive États-Unis. pas par hasard. Ça arrive justement par intérêt. Pourquoi? Ah, Parce que ça se gâte, hein. Parce que Kant dit l'inverse. Oui, mais, mais justement, mais les entreprises sont des écosystèmes philosophiques qui s'ignorent et qui consomment énormément de discours, qui consomment et qui produisent d'ailleurs du discours et du concept. Pourquoi ce concept de management bienveillant arrive, grosso modo, au début des années 2010? Tout simplement, il y a deux raisons majeures. La première, qui est très importante, c'est l'arrivée des millennials, qui sont des digital natives, sur le marché du travail. Or, ces millennials, ils sont habitués à des relations horizontales. Le management top-down, un peu vertical, avec je décide, tu exécutes, voilà, ça fait fuir les millennials. Donc ils recrutent mal, donc ils se réadaptent. Donc il faut réinventer un narratif autour du management. Ça, c'est un narratif et une pratique. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'au moment des années 2010, arrivent les premiers procès pour harcèlement moral. Exact. Il y a eu du Orange, il y a eu tout ça. Et donc là, il y a une vraie remise en cause sur la direction des hommes et sur, pareil, le discours. Et il faut forger des outils. Kevin Bourgeois, vous êtes au cœur de cette problématique parce qu'il y a quand même quelques chiffres qu'on avait sélectionnés. 42% des cadres considèrent la bonne ambiance comme facteur de changement de travail. Donc inversement, si je ne suis pas dans un contexte de bonne ambiance, je me barre. Oui. Ça, c'est la première chose. Et 31% des salariés heureux sont 31% plus productifs, ce qui va sans dire. Là, j'amène une autre idée, un peu cynique. L'idée de l'utilité. Bah oui, c'est soit bienveillant parce que tu verras, tu créeras plus de valeur. Exactement. Et les chiffres le démontrent. Les chiffres le démontrent et on voit que dans nos sondages, donc sur 400 000 personnes environ, on a 4 sur 5 de mes collègues sont bienveillants avec moi-même ou mon manager est bienveillant avec moi-même. Donc les collaborateurs en général se sentent quand même dans des environnements bienveillants. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les sous-leviers de cette bienveillance, le sens, les valeurs, etc. Et là, on est beaucoup plus bas. Donc il y a parfois... donc c'est un fake. On est bienveillant parce qu'on n'a pas trop le choix, quoi. C'est plus quelque chose en fait de très relationnel. Et quand on creuse, on se rend compte que les entreprises ne sont pas des structures très bienveillantes de par leur construction. On en revient à ma première question. Oui. Exactement. Et c'est ce que vous disiez. La structure de contrat n'amène pas la bienveillance. Non, exactement. Elle amène à la peur de l'autre. Non, c'est les personnes en fait qui amènent la bienveillance. On est d'accord, c'est l'être humain dans la boîte. L'être humain dans la boîte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin en fait que les managers soient formés en fait sur tous ces sujets. Exactement. Et qui apportent en fait, voilà, donc le comportement bienveillant. Je prends en compte la situation. Concrètement, c'est quoi? Parce que vous en avez des milliers d'exemples. Vous avez des milliers de managers que vous formez, à qui vous donnez, je dirais, des contre-exemples ou des. C'est quoi un management bienveillant? Je vous donne un exemple concret. On fait un webinaire sur la neuroatypie, donc la neuroatypie, les hauts potentiels, l'autiste Asperger, etc. Et en fait, j'ai un manager qui se connecte parce qu'en fait, lui, il semble avoir repéré au sein de son équipe une personne qui serait neuroatypique. On n'encadre pas un neuroatypique HPI ou TDAH. Classiquement. Voilà comme on encadre le salarié. Non, mais je voulais être plus concret. Ça veut dire quoi? Ça passe par des mots, ça passe par une posture de visage, ça passe par une façon cool de gérer le temps de travail. C'est ça la bienveillance? Absolument, oui. La prise en compte en fait de la réalité quotidienne aussi de son collaborateur. Donc ma posture, ma communication verbale, non verbale, on dit que 80% de la communication est non verbale. Mon comportement, l'attitude. Voilà, absolument. Mais va y contribuer. Dire non au télétravail, monsieur le philosophe, est-ce que c'est être bienveillant ou est-ce que c'est être sévère, autoritaire et vieille école? Ça dépend. Alors, ça dépend. Je peux pas. Oui, c'est ça. Ça dépend parce qu'en fait, on peut entendre mon manager n'est pas bienveillant. Quand on prend justement la littérature autour du management bienveillant, on s'appelle que alors c'est les 7 clés du manager bienveillant, les 10 secrets du manager bienveillant. C'est ça. On s'aperçoit qu'il y a un peu tout et n'importe quoi, enfin pas tout et n'importe quoi, mais qu'il y a beaucoup de choses et que on demande un peu au manager d'être à la fois Jésus, Bouddha, Gandhi, un peu Socrate aussi. Voilà. Et puis directeur financier et assistant social. Et donc c'est compliqué, même pour le manager, c'est un peu lui sous pression. Et il y a une notion clé
qui revient, par contre, c'est l'écoute, être à l'écoute. Alors, à l'écoute de quoi? À l'écoute des désirs, à l'écoute des problèmes, à l'écoute des envies, à l'écoute de la situation Donc ça veut dire laisser de la place à l'autre pour s'exprimer. Ouais. Et quand on prend le nuage de mots qui vient autour de bienveillant, il y a empathie, il y a reconnaissance, il y a bien-être, bien sûr. Feedback. Feedback. Exact, voilà. les retours. Donc, le retour. C'est chaud. Supermood, de votre côté, quels sont les messages clés que vous faites passer aussi aux entreprises? Parce qu'on a compris qu'il y avait une nécessité humaine, je dirais éthique, presque physique. Il y a une nécessité pour créer de la valeur, puisqu'on voit les chiffres sont assez clairs. Mais à quel moment on remet des cadres? Parce qu'il y a au même moment des jeunes millennials qui disent moi j'aimerais bien avoir un cadre, j'aimerais bien avoir un papa, un grand-papa qui m'accompagne, qui me guide. C'est compliqué ça aussi. On leur dit déjà, pour définir le cadre, il faut écouter ce que veulent les millennials, pas que les millennials, par exemple. Bien sûr. Parce qu'il y a que les millennials qui veulent du sens, mais non, en fait, les seniors dans les entreprises veulent tout autant du sens. Absolument. Parce qu'ils sont plus dans les mêmes moments de carrière. Ouais, ils sont un peu livrés eux-mêmes, c'est ce qu'on entend. Exactement. Puis ils ont prouvé beaucoup, donc maintenant ils sont plus en haut de la pyramide de Maslow. Et donc on écoute et ensuite on édifie des règles. Alors on dit souvent on quitte pas une entreprise, un mauvais manager. Moi, je préfère on quitte une entreprise qui laisse des mauvais managers dans son entreprise. Pour associer les deux, vous dites qu'il n'est pas tout seul, ce manager. Il est dans un environnement. Et donc, oui. Juste un mot. Les managers, est-ce que c'est un vrai débat pour vous qui les rencontrez, vous qui les étudiez et vous qui les accompagnez, de ne pas lâcher prise, d'avoir peur de lâcher prise? Parce qu'en fait, la bienveillance, elle est aussi liée au fait qu'on veut tout contrôler, on veut tout surveiller, on veut tout voir. Et le collaborateur dit, mais il n'est pas bienveillant, il est toujours sur mon dos. Ouais. C'est ça qu'on entend. Le manager, il est entre le marteau et l'enclume. Il a aussi une direction au-dessus de lui qui lui demande du chiffre, de la rentabilité. Et du reporting. Etc. Et du reporting. Et en fait, il doit aussi gérer tout un groupe de personnes qui doivent atteindre un objectif et en même temps prendre en compte en fait leur réalité de vie quotidienne, se positionner, écouter. Effectivement, c'est une réalité. Télétravail, bienveillance, ça se marie là, parce que j'évolue un peu, la société a évolué. C'est plus compliqué d'être bienveillant lorsqu'on est en télétravail, parce qu'on est plus loin, donc ça génère des angoisses supplémentaires. C'est différent. La communication déjà est surtout écrite ou vocale, et donc on perd ce côté 80% de regard, visuel, main. Regard. Ouais. Exactement. Donc faut beaucoup former les managers à la communication. Mathias, il y a même des pratiques dont on s'aperçoit après coup qu'elles sont vecteurs de bienveillance. Oui. Par exemple, le mentoring ou le reverse. On en fait sans le savoir, en fait. C'est ça. Ouais. C'est celui qui fait du mentoring, qui prend un jeune et qui lui explique, ou dans l'autre sens, ça peut marcher en reverse mentoring aussi. Forcément, ça implique de la bienveillance. Donc, la bienveillance, finalement, j'ai envie de dire, elle devrait, entre guillemets, être naturelle d'une certaine façon. Bah oui, évidente même. Mais quand même, ça vient du top manager, parce qu'on parle des managers intermédiaires qui sont formés. Les DRH, à 34%, envisageaient de former les managers au management à distance avant la crise Covid, donc de fait impliquant l'idée qu'on les manageait différemment. Mais on entend parfois des DRH qui vous disent, mais moi, mon top manager, mon patron, il n'est pas du tout aguerri à ces questions-là, il est vraiment dans l'autorité. Et je galère. Je vois réagir. Mais c'est une réalité. Je vis juste là. Absolument, absolument. C'est en fait la culture d'entreprise. Mais en fait, ça date pas d'aujourd'hui. On a vu Henry Ford changer sa manière de faire. C'est le patron qui donne aussi la couleur. Absolument. Non mais ça c'est important, vous chez Supermood. Comment on touche le top manager? Déjà on fait réaliser au patron ce qui se passe. Par exemple, il y a une grande mode du droit à l'erreur. Le droit à l'erreur c'est super. Et vous faites poser au patron 2 questions à son entreprise. 1, est-ce que en tant que salarié je sens que j'ai le droit à l'erreur? Et 2, est-ce qu'on me pousse à l'innovation, à apprendre, à oser? Souvent, on pousse à oser, oui, 5 sur 5. Mais pas l'erreur. Est-ce que j'ai le droit à l'erreur? Non. Ça marche pas. Et donc ça, on est dans un système de règles où si je me plante, je suis humain. C'est ose mais ne trompe pas, quoi. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe si je me trompe? Ça, avoir bien défini ce qui se passe quand je me trompe et à quel point j'ai le droit de me tromper, ça fait partie aussi d'un système qui est bienveillant. C'est-à-dire que les règles sont claires et donc je n'avance pas dans le flou. Mathias. Il y a une chose, c'est que ça pose la question de l'humain. Et en fait, on s'aperçoit que tout à l'heure, il y a la question du contrôle qui a été évoquée. Et effectivement, on peut évoluer très rapidement vers ce que Gilles Deleuze appelait une société de contrôle, mais à l'intérieur même d'une entreprise. Et qui est un danger, hein. Oui, c'est un vrai danger. Et en fait,
l'entreprise va devoir vraiment se poser la question de l'humain et de la peur de l'humain. C'est-à-dire, vous travaillez avec des psychologues, par exemple, on a besoin de psychologues. Je vais même dire, on a besoin de philosophes au sein des entreprises, parce que les entreprises sont travaillées par des questions de temps, de désir, de pouvoir, de toutes ces choses-là. C'est un grand paradoxe d'ailleurs. On n'a jamais autant parlé de bienveillance et on n'a jamais eu autant besoin de psychologues, de philosophes pour nous faire regarder le monde. Incroyable. On est On est obligé. plus conscient. Bah oui, parce qu'on ouvre les yeux, quoi. On est obligé de réinjecter de l'humain, et la science, les sciences humaines, à un moment donné, ça passe aussi, alors une chose que vous connaissez bien, la parole. À un moment donné, on a besoin de se parler et de savoir comment se Et parler. de s'écouter, hein, Et je de leur dis. s'écouter. C'est important. Ouais. Vous êtes d'accord avec cette idée? C'est qu'en fait, on est en train d'ouvrir tellement grand les yeux que l'entreprise, elle doit évidemment muter. Les Ouais. salariés sont mûrs, ont une sorte de Absolument. maturité sur ces sujets. L'entreprise doit muter parce qu'en fait, les salariés d'hier ne sont pas les salariés d'aujourd'hui. En fait, leurs préoccupations ont changé et leurs besoins, leurs désirs de carrière, de s'épanouir aussi a évolué. Donc en fait, l'entreprise doit s'adapter, ça ne l'empêche pas de rester cadrante. Je serais bien resté plus longtemps avec vous parce que ce sujet est passionnant. On a démarré par la philo, puis on est rentré sur des sujets éminemment concrets. Merci à vous trois, merci à Kevin Bourgeois, CEO de Supermood et qui éveillait les consciences de l'intérieur avec Sur des feedback. études sur les feedbacks et des études extrêmement Les données, intéressantes. Évidemment, Mathias Leboeuf, on peut vous lire où J'écrivais chez Dirigeants en ce moment. Je suis en train d'écrire des bouquins sur la société de contrôle, justement. Eh bien, c'est passionnant. Donc, Vous voilà. reviendrez nous en parler. Merci Mathias, docteur en philosophie, et vous l'aurez compris, spécialiste de ces questions autour du travail. Merci à Elodie Molossa, coach en développement personnel et d'entreprise chez Ma Bonne Fée. Et voilà. Merci à vous trois. Et on se tourne vers Fenêtre sur l'emploi, évidemment, pour parler d'agriculture. C'est un peu la saison, c'est le salon de l'agriculture avec l'avenir de cette profession et de tous les métiers de l'agriculture. Et il y en a beaucoup. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour parler agriculture avec un salon de l'agriculture qui fermera ses portes dimanche avec beaucoup de monde évidemment comme chaque année. J'accueille Dominique Boucherel. Vous êtes secrétaire général Dominique de l'ANEFA et vous avez un stand comme beaucoup d'acteurs du monde agricole sur ce salon. D'abord, un petit mot sur ce salon de l'agriculture, indépendamment du caractère parfois un peu trop festif et bruyant. Qui vous avez rencontré et comment les choses se sont passées cette année? Est-ce que vous avez le sentiment que le cru 2023 vous a fait rencontrer de nouveaux visages motivés à s'engager dans le monde agricole? Disons que nous, on est sur l'axe de l'attractivité des métiers, l'emploi et la formation en agriculture. Donc on se rapproche des structures de l'enseignement qui sont diverses et variées en agriculture, aussi bien dans le secteur privé que public. Et après, on travaille aussi, on a des partenariats avec nos organismes sociaux que sont la MSA, c'est la structure Mutuelle sociale agricole. Voilà, et qui nous permet d'avoir des partenariats et des liens parce que c'est eux qui collectent quand même nos fonds. Les Une fonds. structure paritaire, ce sont des fonds qui viennent du paritarisme et donc qui sont prélevés sur les salaires des salariés agricoles. Très concrètement, Dominique, ça fonctionne comment l'ANEFA? Quelle est votre mission précise? Avec les fonds récoltés, qu'est-ce que vous faites et comment vous les engagez, ces fonds? Ces fonds sont justement pour la promotion des métiers. Donc nous, notre cœur de métier, c'est la communication, justement. On a à peu près 40 représentations au niveau national, parce que nous, je suis secrétaire de l'ANEFA, donc la structure nationale, mais après, on a des structures au niveau départemental et régional. On a à peu près 40 structures qui fonctionnent très bien, qui sont réactives et qui travaillent avec les conseils départementaux, les conseils régionaux, Pôle emploi. Et les chambres d'agriculture, j'imagine? Un peu moins? Un petit peu moins. Disons, c'est souvent les structures sont à l'intérieur des chambres ou des maisons de l'agriculture. Je voudrais vous faire entendre quelque chose, Dominique, parce que vous êtes quand même en première ligne sur cette question de la formation, de l'accompagnement et, je dirais, de la mobilisation de l'écosystème. On a accueilli la semaine dernière la nouvelle présidente de la coordination rurale, qui est une femme très engagée et qui est une productrice laitière dans le Finistère. Écoutez ce qu'elle dit, et elle donne quand même une vision qui est assez sombre de l'évolution du métier. Écoutez, j'aimerais avoir votre réaction.
nous sommes rentrés dans une phase de désagriculturation. Oui. On nous prive de tous les moyens de production, que ce soit les moyens techniques, l'eau, le soin de nos plantes. Ben, évidemment, la solution la plus facile, quand vous arrivez en fin de prêt, une exploitation comme la mienne Vous la lâchez. peut garder l'exploitation, mais laisser ces bâtiments vides. Parce que cesser la production animale qui sera faite dedans, c'est une perte de marge brute, certes, mais c'est une économie d'électricité, une économie de main-d'œuvre, une économie de beaucoup d'autres charges qui flambent. Et laisser vides les bâtiments, c'est mieux gagner sa vie. Dominique Boucherel, vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'elle dit vrai? Bon, il y a une petite part de vérité, comme dans toute Et une petite part de problématique. mensonge? Bah, disons que, parce que quand même, personnellement, je suis peut-être secrétaire général de l'ANEFA, mais je suis salarié de remplacement, donc je travaille principalement dans le secteur laitier. Donc, Secteur que vous connaissez bien, puisqu'elle est... donc, oui, en plus, je suis pas très très loin, puisque je suis en Loire-Atlantique, donc ça fait presque partie de la Bretagne. C'est un débat que vous ouvrez, on va le fermer. Non, mais je dirais que, bon, c'est sûr qu'en élevage, on a des problématiques telles qu'elle les a évoquées. Mais au jour d'aujourd'hui, on a quand même... la production laitière, c'est quand même une production qui est très importante en France, surtout sur le Grand Ouest, la Bretagne, Oui. les Pays de la Loire, dont je fais partie, et la Normandie. Mais concrètement, comment on rend attractif des métiers qui ne le sont plus? Ça, c'est votre mission à l'ANEFA. Comment dire à des jeunes et des moins jeunes, tiens, et si tu te reconvertissais aussi dans les domaines agricoles, il y a plein de métiers, il n'y a pas uniquement à planter ou à traire les vaches, il y a plein d'autres métiers. Oui. Et puis, bon, quand on prend rien que le domaine laitier, je dirais, on traite les vaches, mais on est autour des animaux. Mais bien sûr. Donc, on commence déjà pour avoir une vache, pour avoir un veau. Donc, il y a tout ce qui est lié à la reproduction. Après, il y a tout ce qui est lié, disons, à l'évolution et à la croissance des animaux. Donc, tout ce qui est lié À l'alimentation. Et voilà, l'alimentation, la vache laitière, les productions qui sont inhérentes autour de l'élevage. Et puis je rajoute quand même tout le système électrique, voire même Voilà. électronique, Et dans les exactement. treilleuses mécaniques. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup, la robotisation se développe. On a des robots justement qui interviennent pour traire les vaches. Oui. On a des robots qui repoussent l'aliment. On a des robots qui interviennent sur l'alimentation. Il y a même de l'intelligence artificielle avec des colliers connectés lorsque Exactement. on va inséminer, c'est bien ça? Pour détecter les chaleurs sur les animaux, Ouais. mais ça permet aussi d'alimenter les animaux au mieux. Parce que quand ils viennent au robot pour se faire traire, c'est via aussi une alimentation supplémentaire. Bon, pour les attirer, mais aussi pour un équilibre de leur ration, pour avoir une production la plus... Vous nous décrivez quand même, Dominique Boucherel, un monde qui s'est totalement transformé en 50 ans. Et on n'est plus dans le monde paysan, on est vraiment dans un monde agricole très connecté, très moderne. C'est bien ça l'attractivité de votre métier. Oui, c'est ça l'attractivité de notre métier. D'autant plus, bon, après, on va avoir des tâches beaucoup plus spécifiques dans certains corps de métier, comme le maraîchage, comme l'agro, du moins les travaux agricoles. Et on vous pique vos salariés parfois. Il y a des secteurs qui disent tiens, c'est pas mal le secteur agricole, ils sont très compétents. C'est que on est un bon creuset parce que bien souvent le secteur agricole est réputé pour avoir des gens qui sont motivés, polyvalents et qui ont toutes sortes de compétences, parce que à travers, on va revenir sur l'élevage laitier par exemple, comme vous dites, faut avoir des connaissances en informatique, faut aussi savoir réparer, il faut être interactif, et c'est vrai que les secteurs qui nous touchent, qui sont à proximité, tels que le BTP, tels que le machinisme, ils viennent parfois piquer des compétences chez nous. Merci Dominique Boucherel de nous avoir rendu visite. Ose l'agriculture, c'est écrit d'ailleurs sur votre gilet, et vous allez filer évidemment de nouveau au Salon de l'Agriculture pour continuer à expliquer tout l'intérêt de ces métiers et de l'intérêt de l'ANEFA, secrétaire général de l'ANEFA, et puis vous êtes salarié agricole. Vous avez les pieds sur le terrain. Merci de nous avoir rendu visite en Loire-Atlantique, et c'est la Bretagne, nous a-t-il dit. Attention. Oui. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à vous qui nous regardez évidemment fidèlement et qui relayez nos programmes. Merci à Raphaël à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci évidemment à Nicolas Juchat et merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à nos programmes. Bye bye.